Bienvenue, la conférence va commencer en ce mois d'octobre rose. Nous avons le plaisir d'accueillir Jocelyne Roland, vous êtes kinésithérapeute, scénologue. Luc Bizouerne, bonjour, directeur de Run Odyssea, vous avez une grande actualité en ce mois-ci. Et on a le plaisir de vous accueillir pour cette conférence très intéressante à titre préventif et à titre de reconstruction, l'importance de l'activité physique quand on est atteint de cancer du sein, ou pas d'ailleurs, je devrais dire. Je vous laisse la parole, Jocelyne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler donc de la prévention par rapport au cancer du sein. Et effectivement, on parlera de la prévention primaire pour éviter d'avoir un cancer du sein, et puis de la prévention secondaire et tertiaire. Donc, je me place comme kinésithérapeute donc, pour faire cet exposé. Et en fait, ma spécificité, c'est de m'occuper essentiellement des femmes opérées d'un cancer du sein, et puis aussi de les orienter vers l'activité physique, parce que j'ai développé 2 concepts d'activité physique qui s'appellent le Rose Pilate. Donc c'est un pilate adapté, alors pas plus facile, mais adapté spécifiquement. Et puis Avirose, qui est un concept d'entraînement sur des rameurs indoor pour aider les femmes à aller vers l'activité physique. Donc j'écris aussi des livres pour aider les femmes à mieux comprendre ce qui se passe. Et mon dernier livre permet d'expliquer toutes les incompréhensions, tous les blocages, et puis de lever aussi toutes les idées reçues qui empêchent les femmes d'avancer. Donc ça, c'est un petit peu ma mission dans ce domaine. Alors, quand on parle de cancer du sein, de quoi on parle aujourd'hui ? Les chiffres sont tombés récemment parce qu'on n'avait pas eu de chiffres depuis 2018 et les chiffres sont arrivés récemment. Donc les chiffres du cancer du sein sont en augmentation. Il y a un peu plus de 61 000 nouveaux cas diagnostiqués. On dit souvent, et fort heureusement, les femmes en meurent de moins en moins puisque le chiffre des décès est stable. Et moi, j'insiste toujours pour dire, effectivement, les traitements sont plus efficaces, mais les traitements sont lourds et on doit toujours penser à ce que vivent ces femmes dans ces parcours. Et c'est pour ça qu'il faut absolument les aider à mieux réagir et récupérer pendant ces parcours. Et souvent, je dis que les traitements vont déconstruire le corps féminin. Alors, ce n'est pas seulement parce qu'il y a une mastectomie, ce n'est pas seulement parce qu'une femme va perdre son sein, mais entre la perte des cheveux, la perte des muscles, les problématiques d'identité féminine, les problématiques de sexualité, enfin, toutes les problématiques de la vie quotidienne, en fait, vont littéralement amener cette déconstruction du corps féminin. Et j'insiste beaucoup là-dessus, alors sans parler bien sûr de l'hormonothérapie, puisque vous savez qu'il y a 80% des cancers du sein qui sont hormonodépendants. Ça veut dire que ce sont les hormones de cette femme qui vont exciter les cellules cancéreuses. Et quand on les met en hormonothérapie, ça veut dire qu'on la prive de ces hormones comme une femme ménopausée, et qu'elle ait 30 ans ou 40 ans, ou qu'elle ait déjà 70 ans et qu'elle soit ménopausée, on va la superménopauser. Donc de toute façon, ça aussi, c'est une déconstruction du corps féminin. Du coup, quand en kinésithérapie et avec l'activité physique, quand on s'occupe des femmes opérées et traitées pour un cancer du sein, le but, c'est vraiment de les aider dans leur reconstruction. Mais pas seulement la reconstruction au sens anatomique, la reconstruction de la femme dans sa globalité. Et on verra que l'activité physique va vraiment les aider à se reconstruire. On est bien d'accord que même si elle n'a pas de reconstruction du sein et qu'elle reste avec un buste plat, on va quand même parler de sa reconstruction d'identité de femme. Alors, on sait que les traitements vont amener un ensemble d'effets secondaires. Alors là, j'en ai cité quelques-uns, mais les plus connus, c'est les cicatrices qui vont forcément gêner la posture, la mobilité. C'est la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte des muscles.
Les douleurs, il y a énormément de patientes qui restent avec des douleurs parce que souvent, les femmes voient les douleurs un peu comme une fatalité. J'ai eu un cancer du sein, c'est normal que j'ai des douleurs. Ben non, non. Et puis, il faut râler, il ne faut pas rester avec vos douleurs. Il faut trouver des professionnels qui vous aident à les combattre. Il n'y a pas de raison de rester avec des douleurs. Les limitations articulaires, pareil, ben oui, l'épaule a été impactée par les traitements, que ce soit la chirurgie, que ce soit la radiothérapie. Mais si la kinésithérapie est prescrite précocement et effectuée précocement, si on donne des conseils pour la vie quotidienne, pour la vie au travail, pour la vie dans les loisirs, si on fait pratiquer de l'activité physique, il n'y a pas de raison que l'épaule reste limitée ou douloureuse. Donc on se fixe vraiment maintenant comme un objectif que tout revienne normal et qu'il n'y ait pas de séquelles. Avant, les séquelles, c'était un peu une fatalité. Le gros bras, c'était une fatalité. Aujourd'hui, le gros bras, par exemple, dans le cancer du sein, grâce au progrès de la chirurgie et au progrès de la prise en charge, les chiffres ont énormément diminué puisque aujourd'hui, on considère, alors dans une étude, une méta-analyse de 2013, donc vous voyez déjà il y a 10 ans, donc les chiffres ont sûrement encore diminué. On considère qu'il y a 16% des femmes opérées d'un cancer du sein qui auront un gros bras, un lymphœdème. Avant, c'était 90%. Et je suis sûre que si on prenait les chiffres de 2023, il y en aurait encore moins. Parce que les chirurgiens ont les moyens de respecter vraiment le creux de l'aisselle et de respecter la circulation lymphatique du membre supérieur. Donc même si les effets secondaires ont changé, il y en a quand même beaucoup. On voit ici les neuropathies, la fatigue. On va beaucoup parler de fatigue parce que la fatigue, on dit que c'est le premier et le dernier symptôme du cancer. Et on va voir l'impact de l'activité physique contre la fatigue. Et vous voyez, ce qui est important aussi, c'est de considérer que beaucoup de ces effets secondaires sont des freins à l'activité physique. C'est pour ça qu'on dira aussi que ce n'est pas facile d'aller à l'activité physique. Parce que les femmes nous disent, mais tout ce que vous me dites là, que vous allez m'aider à gérer, c'est justement ce qui m'empêche d'aller faire de l'activité physique. Et là, il y a une sacrée problématique à résoudre, en fait. Donc aussi, ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est tous les effets secondaires des traitements sur la sphère périnéale. Et que ce soit la chimio, l'hormonothérapie, les femmes vont avoir des fuites urinaires, des cystites à répétition, des problématiques au niveau du microbiote vaginal, de l'atrophie vaginale, de la sécheresse vaginale. Et une femme qui a des fuites urinaires, par exemple, c'est une femme qui n'ira pas faire de l'activité physique parce qu'elle a peur d'avoir des fuites ou parce qu'elle est gênée. C'est inconfortable d'avoir de la sécheresse vaginale. Donc vous voyez où vont se loger tous les obstacles à faire de l'activité physique. Mais ça aussi, on le traite aujourd'hui et c'est extrêmement important d'en parler parce que les femmes n'osent pas en parler. Parce que c'est encore un petit peu un sujet tabou et on n'ose pas dire qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Mais il faut en parler et il faut les traiter. Et puis j'ai mis aussi dans les effets secondaires ce qu'on appelle les rançons cicatricielles de la reconstruction. Et le terme rançon, il est terrible. Ça veut dire quel prix vous êtes prêt à payer pour récupérer un sein. Une rançon, c'est quand on veut récupérer quelqu'un qui est kidnappé. Malheureusement, on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais donc la rançon cicatricielle dans le cancer du sein, c'est ça. Vous êtes prête à donner votre abdomen, votre dos pour faire un nouveau sein. Et ça veut dire qu'il y aura d'autres zones qui seront impactées et affaiblies et qu'il faudra rééduquer et renforcer grâce à l'activité physique. Mais c'est possible. Encore une fois, il n'y a pas de raison de rester avec des séquelles. Donc tout ça, c'est vraiment très très important. Et puis tous ces effets secondaires, ils sont là parce que les traitements durent longtemps. Souvent je pose la question, est-ce que vous savez combien de temps dure un traitement d'un cancer du sein ? C'est au moins 1 an pour l'exérèse du cancer, pour la disparition du cancer. L'hormonothérapie, ça peut être 5 à 10 ans, d'autant plus que les ganglions seront atteints. Quand on voit les chimiothérapies ciblées avec l'Herceptine, c'est 1 an à 18 mois. Les reconstructions, c'est souvent beaucoup d'interventions chirurgicales, donc autant de temps passé à se reconstruire. Et puis s'il y a des séquelles, c'est pour toute la vie. Donc ça dure très longtemps tout ça. Donc il faut vraiment essayer d'alléger ce fardeau. C'est un terme qui est souvent utilisé dans les publications. Et il faut vraiment essayer de tout combattre. Et grâce à la kinésithérapie, à l'activité physique et à tous les soins de support, il y a beaucoup de soins de support qui vont aider.
il n'y a pas que la kinésithérapie et l'activité physique, hein, et on le voit dans un salon comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de soins de support qui vont aider les femmes, et c'est vrai que c'est important de mettre à disposition des femmes tous ces soins. Alors on va revenir à la prévention, puisque le thème aussi de l'exposé en ce mois d'octobre, où on parle beaucoup de dépistage, de prévention, c'est de bien situer tout ça, et aussi le rôle du kinésithérapeute, parce que le kinésithérapeute va être un acteur de cette prévention pour toutes les femmes qui fréquentent le cabinet, si je puis dire, hein. Donc la prévention, c'est la prévention primaire. Et encore une fois, parce qu'on parle beaucoup d'activité physique, on sait que si les femmes faisaient plus d'activité physique, il y aurait moins de cancer du sein. Alors il y a des études qui disent qu'on éviterait à peu près 20% des cancers du sein si les femmes faisaient plus d'activité physique. Or, on sait globalement que les Français ne bougent pas assez. Alors, il n'y a pas que les Français, hein. Il y a plein de pays où on sait qu'il n'y a pas assez d'activité physique. Mais ça, c'est important de dire que on ne parle pas seulement aux femmes qui ont un cancer du sein, ou pas seulement pour prévenir le cancer du sein. Il faut bouger de plus en plus. Donc ça, c'est la prévention primaire, on va en reparler un petit peu. La prévention secondaire, c'est limiter tous les effets secondaires des traitements, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Puis la prévention tertiaire, c'est limiter les récidives et améliorer la survie. Parce que malheureusement, quand il y a eu un cancer du sein, il n'y a pas d'immunité pour ne pas en avoir un autre. Et si le mode de vie ne change pas un petit peu, eh bien, malheureusement, il peut y avoir des récidives. Et le rôle du kinésithérapeute, puisque c'est l'artisan du mouvement, le kinésithérapeute, hein, par définition, c'est son métier. Et au travers de ces conseils pour le mouvement, ce sont des conseils pour le mode de vie. Donc, bouger plus et aussi retrouver une condition physique qui permette de bouger. Parce que quand on a mal, quand on est fatigué, quand on n'a plus de muscles, quand on a des fuites urinaires, on n'a pas envie de bouger. Donc c'est tout ça le rôle du kinésithérapeute dans cette prévention du cancer du sein. Alors, juste quelques infos sur la prévention primaire. Pendant Octobre Rose, on parle beaucoup de prévention et de dépistage, on confond un peu les deux. La prévention, c'est éviter d'avoir un cancer du sein. Le dépistage, c'est vérifier qu'on n'en a pas un. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Quand je fais du dépistage, je regarde mes seins régulièrement, parce que je cherche des signes qui ne sont pas habituels. Et puis quand je fais de la prévention, c'est parce que peut-être je bouge différemment, je mange différemment, je bois un petit peu moins, je fume pas, etc. etc. Et puis plein d'autres choses. Juste mon petit côté militant. Je regrette dans Octobre Rose qu'on ne parle pas assez de tous les pollueurs. Parce que s'il y a de plus en plus de cancer du sein et de plus en plus chez les femmes jeunes, c'est peut-être aussi parce que nos vies sont bourrées de polluants et nos glandes mammaires, elles attrapent beaucoup de choses en fait, hein, dans leur constitution propre. Voilà, j'ai fermé la parenthèse militante, mais je trouve que dans Octobre Rose, on n'en parle pas assez. Donc Octobre Rose, on parle du dépistage, on regarde nos seins, on palpe nos seins. Quand on est jeune, après les règles, c'est plus facile parce que les seins sont moins congestionnés. Quand on est ménopausé, c'est quand on veut, et le plus souvent sera le mieux. Et j'en profite pour parler à ces messieurs, puisqu'il y a des messieurs ici. Il y a quand même en France environ 500 hommes qui ont des cancers du sein chaque année. Et un homme, il fait moins attention à ses seins que nous, parce qu'ils sont moins sensibilisés. Et de ce fait, quand il y a des cancers du sein chez l'homme, souvent, ils sont dépistés plus tardivement, donc plus graves et avec une atteinte ganglionnaire. Donc, messieurs, si vous avez un truc bizarre au niveau de vos seins, il ne faut pas dire c'est de l'eczéma, c'est rien. Il faut aller consulter très vite. Et autre chose aussi, parce que je tiens à le dire, plus jamais on devrait entendre la phrase suivante. Vous êtes trop jeune, madame, pour avoir un cancer du sein. Plus jamais. Parce que malheureusement, il y a des femmes de 20 ans qui ont un cancer du sein. Pendant la grossesse, pendant l'allaitement, au décours de l'allaitement, plus jamais on devrait entendre « Mais non, vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas avoir un cancer du sein. » Ou « Vous allaitez, vous ne pouvez pas avoir un cancer du sein. » Ça, c'est des phrases qui sont à proscrire, à bannir de nos vocabulaires. Et malheureusement, on l'entend encore parce que les femmes nous le répètent. Et c'est triste de voir tout ça, mais c'est la réalité. Donc, je vous ai mis ici les facteurs de risque modifiables. Je vous laisse réfléchir sur tout ça. Et malheureusement, il y a des facteurs de risque qui sont impossibles à modifier. Mais on peut s'alarmer quand on entend aujourd'hui les chiffres des pubertés précoces, par exemple. On peut s'alarmer et se demander pourquoi il y a autant de petites filles qui, à 8 ans, ont déjà leurs règles.
Ça prouve aussi qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas tout à fait normal. Étant entendu qu'avant, le cancer du sein, c'était le cancer du sein ménopausé. Et pourquoi il y a autant de jeunes filles maintenant et des jeunes femmes qui ont des cancers du sein? Ça, on peut donc se poser la question. Alors maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, plus vous ferez de l'activité physique, plus vous aurez de chances d'échapper au cancer du sein. Ce qui ne veut pas dire que des femmes qui font tout bien n'auront pas de cancer du sein, parce que justement, il y a la composante environnementale aujourd'hui. Mais c'est vrai quand même qu'il faut se dire moins de graisse, plus d'activité physique, tous les bienfaits de l'activité physique, donc on va le voir, moins d'inflammation par exemple. Tout ça, ça va être important pour faire cette prévention primaire avec des chiffres qui sont éloquents quand même. C'est-à-dire que plus vous augmentez votre activité physique, plus vous allez bouger, plus vous allez gagner vraiment contre le cancer du sein. Et ça, c'est un message qu'il faut véhiculer autour de nous, à nos amis, à nos familles, à nos collègues, à nos enfants et à tout le monde. Et même aux personnes âgées, parce qu'il y a des cancers du sein aujourd'hui à 90 ans, à 95 ans. Et il faudra les opérer, ces femmes, parce qu'on ne peut pas laisser un cancer du sein en place. Et on peut faire de l'activité physique à 90 ans, on peut marcher, faire ses courses, bouger, et peut-être pas être tellement aidé qu'on ne fait plus rien. Et ça part d'un bon sentiment, on dit mais on va faire ses courses à sa place. Ben, peut-être pas. Il faut qu'elle aille faire ses courses avec aide pour porter les sacs trop lourds. Mais il faut bouger. Vous voyez que l'activité physique, c'est vraiment pour toute la vie. Donc tout ça, c'est avec des chiffres qui sont démontrés dans la littérature. Tout ce que je vous dis au niveau des pourcentages, c'est de plus en plus, ça fait l'objet de publications de plus en plus fréquentes. Alors, puisqu'on parle d'activité physique, il faut toujours parler maintenant aussi de sédentarité, c'est-à-dire le fait d'être assis. Et on est trop assis. Et on est de plus en plus assis et de plus en plus jeune. Et quand on dit qu'on est inactif physiquement, ça, c'est qu'on ne bouge pas assez dans la journée. Et à chaque fois qu'on est assis, on a des points en moins sur notre mode de vie. À tel point qu'on dit aujourd'hui, il y a un slogan qui dit « Sitting is the new smoking ». On s'est rendu compte que c'est quasiment aussi mauvais de fumer que d'être assis. C'est un peu pour frapper les esprits, mais c'est vrai. À chaque fois qu'on est assis, eh bien, on devrait se dire « Tiens, j'ai été assis longtemps aujourd'hui, il faut que j'aille marcher ». Et il y a des choses toutes bêtes, mais j'ai pris l'avion pour venir ici. Dans l'avion, on est assis beaucoup. À l'aéroport, à Paris, tout le monde est assis à attendre l'avion. Eh bien, il faudrait que personne soit assis et que tout le monde marche, parce qu'on sait qu'on va être assis des heures et des heures. Vous voyez, c'est une habitude, en fait, de fonctionnement. Mais on n'y pense pas, forcément. Donc, c'est des trucs tout bêtes, mais quand on le dit, après, peut-être que ça aide à y penser. Peut-être que la prochaine fois que vous prendrez l'avion pour venir en métropole ou pour aller ailleurs, vous penserez à marcher avant d'être assis longtemps. Donc, voilà. Donc, pensez à votre temps de sédentarité. Et puis, on sait que quand on est beaucoup assis, il faut beaucoup d'heures d'activité physique pour compenser les méfaits. Et il y a des études qui ont montré le lien entre la sédentarité et certains cancers, dont le cancer du sein. Alors, la prévention secondaire, c'est la lutte contre les effets secondaires des traitements grâce à l'activité physique. Et encore une fois, là, le kinésithérapeute, il va permettre de commencer à limiter les effets secondaires pour permettre d'aller à l'activité physique. Encore une fois, parce que je vous l'ai dit, une femme qui a une épaule qui fait mal, une femme qui a perdu ses muscles, une femme qui a des orteils qui sont tout raides parce qu'elle a des neuropathies ou qui font mal, elle a besoin qu'on la prépare à l'activité physique. Donc nous, on est vraiment un des maillons de la chaîne pour, avec cette idée, remettre les femmes à l'activité physique. Tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai écrit une sportive blessée, la femme déconstruite. Parce qu'en fait, c'est comme une sportive qui a perdu son entraînement, même si elle ne faisait pas d'entraînement du tout, et je veux la remettre à l'entraînement. Et pour ça, je l'aide à gravir toutes les étapes de la remise en activité physique. Et ça commence par de la kinésithérapie. Hier, avant-hier, j'ai formé les kinés au Pilates rose. Et ce Pilates rose, il vient en parallèle de la kinésithérapie. Et on fait souvent des mouvements qui sont très similaires, en particulier au niveau des membres supérieurs, avec des élastiques. On les fait en kiné. Et ensuite, on les fait de manière plus globale en gymnastique. Et après, on les fera de manière encore plus globale dans une activité physique, voire une activité sportive. Donc ça, c'est vraiment une espèce de continuité.
La prévention tertiaire, eh bien, c'est la diminution des récidives. Et ça, encore une fois, il faut vraiment considérer que quand il y a eu un cancer du sein, si on veut vraiment guérir et être en bonne santé longtemps, il faut être active, garder sa musculature, bouger. Et souvent, là, j'ajoute, quand j'en parle à mes patientes, je leur dis « Attention, ce que je vous dis là, ce n'est pas pour vous spécialement ». Parce qu'à ce moment-là, souvent, les femmes pensent « c'est la double peine, j'ai eu un cancer, puis en plus, il faut que je fasse de l'activité physique ». Non. Si on veut vieillir en bonne santé, tout le monde devrait faire de l'activité physique. Donc, quand on donne ce message aux femmes opérées, traitées pour un cancer du sein, c'est un message qu'on devrait dire à tout le monde et pas seulement aux femmes opérées du sein. Donc, il y a vraiment à changer les mentalités et à aller vers cette activité physique. Et puis, cette activité physique, elle a été démontrée de plus en plus comme étant bénéfique aussi au niveau des dépenses de santé. Parce que quand on va vers l'activité physique, il y a moins de dépenses de santé qui sont enclenchées. Donc, pour la sécurité sociale, pour l'assurance maladie, c'est aussi un point positif. Et ça, il faut en être conscient. Alors, ça, je ne sais pas, peut-être vous pourriez prendre la photo, mais ce que j'ai voulu vous écrire ici, c'est tout un tas de références bibliographiques récentes que vous retrouverez sur le site de l'AFSOS. L'AFSOS, c'est Association francophone des soins oncologiques de support. Donc, il y a un site qui s'appelle afsos.org. Dedans, il y a plein de référentiels sur tout un tas de textes officiels, de référentiels dans des domaines très, très variés. Et là, a dû être mis en ligne ces jours-ci ce référentiel sur l'activité physique auquel Luc Bizouerne a participé, moi aussi un petit peu. Et donc, ce sont des références qui montrent l'impact de l'activité physique. Donc, vous voyez, on ne dit pas des choses qui sont comme ça en l'air. Il y a des études scientifiques qui montrent que vraiment, l'activité physique entraîne des tas de bénéfices dans la vie et dans la vie actuelle et dans la vie future. Alors pourquoi ? Parce que c'est important de dire aussi pourquoi l'activité physique est si intéressante. Alors, il y a deux choses là. Il y a l'encadré sur votre gauche, et puis il y a ce schéma qui est issu d'un article que vous retrouverez en prenant la référence ici. En gros, ce qu'il faut bien comprendre quand on fait de l'activité physique, on agit sur plein d'éléments qui s'appellent l'oxydation des tissus. Donc on combat l'oxydation des tissus, on combat l'inflammation, on combat tous les phénomènes d'obésité, de surpoids, on combat aussi les œstrogènes circulants, et puis on combat toutes les problématiques du métabolisme. Et quand on fait de l'activité physique, on combat tout ça. Si on ne fait pas d'activité physique, tous les éléments que je vous ai cités, ils interviennent pour favoriser le développement d'une cellule cancéreuse, avec malheureusement peut-être l'initiation de la cellule cancéreuse qui est plus une problématique au niveau de l'ADN, qu'on ne peut pas modifier, ou peut-être avec la modification des éléments extérieurs. Mais en tout cas, on peut promouvoir ou pas ce développement de nos cellules cancéreuses. Et donc l'activité physique, c'est ce qui est écrit aussi en bas, va combattre tous les facteurs qui produisent, qui favorisent le développement du cancer. Et je voulais juste vous redire quelques petites choses dans l'encadré ici. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la fatigue du cancer. Et on dit souvent aux femmes, dans le cadre du cancer du sein, vous êtes fatiguée, le seul traitement validé de la fatigue cancéro-induite, c'est l'activité physique. Et là, elles vous disent, justement, je suis fatiguée, c'est pour ça que j'en fais pas. Donc peut-être qu'il faut expliquer un petit peu plus pourquoi les gens sont fatigués quand il y a un cancer et comment l'activité physique défatigue. Donc pourquoi les gens sont fatigués parce qu'il y a un cancer. Donc je vais vous faire une explication très très vulgarisée et très très simplifiée, mais qui permet de comprendre. Quand il y a des cellules cancéreuses, il y a une inflammation dans les tissus, et c'est aussi le fait que notre corps se défende contre cette cellule cancéreuse. Cette inflammation va produire ce qu'on appelle des cytokines. Le mot cytokine, vous l'avez entendu à la télé quand on a parlé du Covid. On a dit c'est un orage cytokinique parce qu'il y a une inflammation énorme. Donc les cytokines sont des espèces de messagers. Et pour vraiment vulgariser au maximum, je vais vous dire il y en a des gentilles et des méchantes.
Et dans le Covid ou dans le cancer, ce sont des méchantes cytokines qui fatiguent le cerveau, au sens où il y a de l'asthénie, on sent qu'on est fatigué, et ça fatigue aussi nos muscles, au sens du déconditionnement, j'ai plus de muscles. Et ça, c'est la fatigue cancéro-induite. Donc, ce n'est pas dans la tête. Il y a d'autres facteurs qui aggravent cette fatigue, si on ne dort pas bien, s'il y a une infection, si on manque de globules. Donc, mais ça, les médecins vont prendre en charge tout ça. Mais dans cette fatigue cancéro-induite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des alliés qui s'appellent nos muscles. Nos muscles sont des organes qui font bouger, mais qui vont aussi sécréter des choses. Et devinez ce qu'ils vont sécréter? Des gentilles cytokines, qu'on appelle des myokines. Et à chaque fois que vous faites travailler vos muscles, et surtout si vous les poussez un peu, vous allez sécréter des myokines. Et ces myokines vont venir équilibrer les mauvaises cytokines. Et c'est ça qui va vous défatiguer. Et quand on explique comme ça, les patientes comprennent que ce n'est pas dans leur tête, c'est vrai. Et 80% des gens qui ont un cancer, ils sont fatigués, et fatigués longtemps. D'ailleurs, comme les gens qui ont un Covid long, ils sont fatigués. Eh bien, quand on fait de l'activité physique, on produit des bons messagers pour combattre cette fatigue. On ne dit pas que c'est facile, mais quand on comprend ça, on a déjà un peu plus envie de bouger. Et dès qu'on bouge, on sent qu'on est défatigué. Et c'est valable dans plein d'affections. Donc ça, voilà, c'est important de l'expliquer. Alors, je reviens... j'ai encore un petit peu de temps. Oui. Quand on bouge, c'est le meilleur des anti-inflammatoires. Ça, c'est extrêmement important. Plutôt que de prendre des médicaments, bouger désenflamme. Donc quand on a mal partout, et les femmes qui ont de l'hormonothérapie, elles ont mal partout, eh bien le fait de bouger, ça va aider nos cartilages à être mieux lubrifiés, ça va aider nos tendons à mieux fonctionner, nos muscles, et ça va désenflammer. Donc on a le meilleur des anti-inflammatoires en nous, c'est le mouvement. Et d'ailleurs, quand il y a des chimiothérapies, la chimiothérapie produit des mauvaises cytokines, parce que la chimiothérapie, c'est extrêmement inflammatoire. Mais ça guérit, donc il faut le faire. Par contre, il faut bouger pendant la chimiothérapie, parce que ça défatigue et ça combat l'inflammation. Vous voyez ? Ensuite, ça diminue les œstrogènes circulants quand on fait de l'activité physique. Une femme qui a de l'hormonothérapie, elle l'a pendant 5 ans, pendant 10 ans. On lui supprime ses œstrogènes, ok. Mais une fois qu'on arrête l'hormonothérapie, elle va récupérer des œstrogènes parce que son corps va se remettre à fonctionner. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va réguler le trop-plein d'œstrogènes ? C'est peut-être l'activité physique. Donc, vous voyez, tout ça, ça devrait être expliqué aux femmes parce qu'au bout de 5 ans, on arrête l'hormonothérapie, des fois avant parce que les femmes ont trop d'effets secondaires. Et en général, les oncologues leur disent « Ok, on arrête l'hormonothérapie, mais attention, activité physique tous les jours. » Vous voyez, à tel point que l'activité physique est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui une intervention non médicamenteuse. Et on pourrait dire en langage plus facile, c'est le meilleur des médicaments, l'activité physique. Et là, il n'y a pas d'effet secondaire. Ensuite, ça combat l'insulinorésistance, donc tous ces phénomènes de l'insuline, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va agir aussi au niveau de la gestion de la graisse, à la gestion du sucre, etc. Et bien sûr, avec des conseils alimentaires. Ça régule la masse grasse, ça renforce l'immunité. Il y a des tas d'études qui montrent que quand on fait de l'activité physique, les cellules de l'immunité, en particulier les globules blancs, vont être plus développés. Donc il y a un réel impact de l'activité physique sur l'immunité. Et puis bien sûr, ça améliore l'état cardiovasculaire, parce que ce qu'on ne dit pas toujours, mais ce qui est important de savoir, c'est que beaucoup de traitements du cancer du sein sont cardiotoxiques. Et donc, mais c'est malheureusement en France la première cause de mortalité des femmes, les problèmes cardiovasculaires. Eh bien, quand on fait de l'activité physique, dans ce parcours du cancer du sein, eh bien, on fait de la prévention par rapport au cancer du sein, mais aussi par rapport à la première cause de décès des femmes en France. Donc, c'est important aussi d'aller dans ce sens-là. Alors, quelle activité physique il faut faire ? Là, je vous ai mis un tableau un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudrait faire de l'endurance. Alors, ce qu'on appelle parfois le cardio, mais de l'endurance, ça veut dire que quand je fais un effort, je suis capable de parler, mais incapable de chanter pendant mon effort. Ça veut dire que votre rythme cardiaque et votre rythme respiratoire, il est poussé un petit peu, mais pas trop. Après, quand je suis un peu entraînée, je vais être capable de parler avec un peu d'essoufflement, mais alors complètement incapable de chanter.
Mais si par exemple vous faites un effort, quand vous êtes fatigué, vous êtes diminué physiquement à cause de la perte des muscles, et vous faites un effort parce qu'on vous a dit qu'il faut faire de la marche rapide. Alors vous êtes obéissante, vous faites de la marche rapide. Entre nous soit dit, le mot il est bête, hein, parce que rapide ça veut rien dire, mais les femmes disent allez j'y vais, j'y vais, j'y vais. Alors là je peux ni parler ni chanter, c'est que c'est trop vite pour moi dans mon état d'aujourd'hui. Hein, donc pensez bien à changer cette phrase. C'est pas marche rapide, c'est marche en étant capable de parler et incapable de chanter. Voilà. Et comme ça, en progression, je marcherai de plus en plus vite, mais je serai toujours capable de parler, incapable de chanter. Et si je pousse un peu, eh bien, je serai essoufflée en parlant et complètement incapable de chanter quoi que ce soit. Ça, c'est un repère facile à utiliser. Donc, je vais faire de l'endurance. Donc, si vous faites Odyssea, c'est très bien. Hein, voilà, vous faites de l'endurance. Ensuite, je vais faire du renforcement musculaire. Il faut qu'on ait des muscles, mesdames. On n'a pas assez de muscles. Hein, les muscles, pour les myokines, rappelez-vous, c'est important. Donc, il faut renforcer nos muscles. Il ne faut pas avoir peur de charger nos muscles. Et voyez, pendant longtemps, on a dit aux femmes opérées du sein, ne portez pas, ne vous appuyez pas sur votre bras, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est de la préhistoire. Maintenant, on dit, portez, musclez-vous. C'est pas ça qui va faire venir un lymphœdème. Mais par contre, votre kinésithérapeute va vous renforcer progressivement votre membre supérieur pour le préparer, pour pas que les tendons souffrent et s'enflamment. Ensuite, vous irez faire de l'activité physique pour continuer à vous muscler. Et même s'il y a un lymphœdème, il est amélioré par l'activité physique. Et quand il n'y a pas de lymphœdème, eh bien, il n'y a pas de limite à l'activité physique du membre supérieur. Souvent, on dit aux femmes, vous ne portez plus un pack d'eau. Mais moi, je trouve qu'un pack d'eau pour une épaule féminine, c'est trop lourd, sans entraînement. Et je ne vous raconte pas pour le périnée ou pour le ventre. Ça abîme tout ça au passage. Mais si je vous apprends à porter un pack d'eau, en portant une bouteille, puis deux, puis trois, en engageant votre périnée, votre abdomen, en soufflant et en plaçant bien vos omoplates, vous allez être super musclé et tout ira bien. Donc, il n'y a plus aucune limite. Ça encore, c'est une phrase à oublier. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, c'est fini. Faites-le progressivement. Rééduquez-vous, renforcez-vous et entretenez tout ça, vos muscles, par l'activité physique. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous guette, mesdames, c'est le vieillissement. Et quand on vieillit, on perd nos muscles. Eh bien, il faut anticiper. Et il faut les maintenir pour éviter que le vieillissement fasse perdre nos muscles. Et on se fera du bien. Et la troisième chose, c'est la souplesse. On devrait faire tous les jours des étirements. Je dis souvent que les dentistes, ils ont fait très fort. Parce que les dentistes, ils nous ont convaincus qu'on devait se brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Est-ce que vous vous brossez les dents 2 à 3 fois par jour? Oui. Eh bien, on aurait dû aussi, peut-être via les kinésithérapeutes, nous dire, eh bien, il faudrait s'étirer tous les jours. Et d'autant plus que l'on est assis, recroquevillé, ou que l'on vieillit. On se recroqueville en vieillissant. Et là, par exemple, vous êtes assis depuis un moment, vous allez tous vous lever et lever les bras. Allez-y, levez-vous et levez les bras. Allez, allez, voilà. Et en soufflant, vos bras, ils restent là-haut, soufflez, en essayant de serrer votre ventre et de baisser la cage thoracique. Voilà, et ça va étirer vos pectoraux et vous faire du bien. Ça, vous devriez le faire toutes les heures quand vous êtes assis au bureau. Et surtout si vous avez des cicatrices qui sont refermées. Alors, quand on parle d'activité physique, on peut aussi choisir des activités où on sait qu'on va dépenser de l'énergie au niveau du métabolisme. Il y a des classifications avec ce qu'on appelle les MET, Metabolic Equivalent of Task, c'est-à-dire la charge métabolique d'une activité. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous choisissez une activité, choisissez des activités rentables. Par exemple, entre la marche et la marche nordique, faites plutôt de la marche nordique. Entre le vélo ou la course à pied et la natation, eh bien, faites plutôt des activités qui font travailler les 4 membres. Voyez, vous aurez plus de bénéfices, ou alors faites du rameur, et là, vous aurez des bénéfices au niveau de l'ensemble du corps. Voyez, donc essayez de chercher des activités, bien évidemment, qui vous plaisent, mais si en plus vous pouvez faire travailler un maximum de muscles, c'est encore mieux. Donc, ça permet de réfléchir aussi sur ce qu'on va faire, ce qu'on va choisir, mais bien évidemment, toujours l'idée de se faire plaisir et puis d'y aller avec plaisir, soit parce qu'on aime ça, soit parce qu'on y rencontre des gens sympas. Et ça, c'est tout l'intérêt de faire des choses en groupe. Souvent, les femmes, elles vont faire de l'activité physique parce qu'elles retrouvent les copines, elles font ça ensemble et ça, c'est génial.
Ensuite, quand nous, on aide une patiente en kinésithérapie à se préparer à la reprise d'activité physique, bien sûr, on va lui parler de ses goûts, mais on va lui parler aussi de son expérience passée. Parce que c'est sûr qu'une femme opérée du sein ou du creux de l'aisselle ou d'une reconstruction, quand elle a déjà une expérience dans un domaine, elle va reprendre plus facilement. Parce qu'elle sait déjà comment utiliser son corps, comment faire les mouvements, et ça sera du coup plus précoce dans cette remise en activité. Vous savez souvent les femmes demandent « quand est-ce que je peux reprendre l'activité physique ?» La réponse du kiné, ça doit être, et des médecins bien sûr, dès le diagnostic. C'est-à-dire que dès que j'ai le diagnostic d'un cancer du sein, il faut que les femmes recommencent à marcher, recommencent à bouger. Après, il y a des précautions à prendre pour ne pas avoir mal au sein opéré, pour ne pas en faire trop, etc., etc. Mais si on dit ça dès le diagnostic, c'est pour bien leur montrer qu'il ne faut pas attendre. Et nous, on doit les aider à faire des choses qui ne vont pas abîmer leur corps. C'est pour ça qu'on leur apprend les mouvements corrects. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait hier, avant-hier, avec les kinés qui se formaient avec moi au Rose Pilates. Donc ça, c'est très, très important. Donc, quand on fait une activité physique, on doit toujours préparer à la question comment je respire. Il y a une façon de respirer pour ne pas s'abîmer au niveau du ventre, au niveau du plancher pelvien, au niveau de la posture. Enfin, vous voyez, tout ça, ça se travaille pour que ça soit une activité vraiment bénéfique. Et puis, la direction des gestes. Par exemple, je dis souvent qu'une femme opérée du sein, enfin, c'est pas que je le dis, mais c'est la réalité, elle a un grand pectoral qui va être souvent donc irradié, un peu raccourci par la position de protection du sein, qui est une protection inconsciente, mais qui est réelle. Et de ce fait, si je choisis une activité où je suis tout le temps en train de faire mon pectoral, eh bien, je risque d'avoir des douleurs. Donc, je vais plutôt orienter mes patientes vers des activités qui ne seront pas des activités pectorales. Je donne un exemple. En gym, souvent, on fait presser les mains les unes contre les autres comme ça. Et dans tous les bouquins de Pilates, sur la couverture, il y a un truc que l'on serre. Ça, je suis désolée, mais c'est un peu dommage. Alors qu'il est tellement simple. Vous allez le faire. Presser comme ça, c'est pas bon parce que vous prenez tout dans le pectoral qui est déjà trop fort. Or, souvent, les femmes, elles sont un peu faibles au niveau des muscles des omoplates. Alors maintenant, vous allez crocheter vos doigts comme ça. Et vous allez, en soufflant et en vous grandissant, tirer sur vos doigts comme pour les faire lâcher. Mais vous ne lâchez pas. Et vous sentez que ça se contracte entre vos omoplates. Et si vous avez soufflé, vous sentez que votre ventre se contracte. Ça, c'est un exercice bénéfique. Ça, aucun intérêt. Et je dirais même plus, tous les gens qui toute la journée sont comme ça face à leur écran, il ferait mieux de faire ça de temps en temps, et pas ça. Vous voyez ? Et les cercles, pareil, en pilates, les cercles sur lesquels on appuie, non, on met les mains à l'intérieur et on écarte le cercle. Et ça travaille derrière. Donc la direction des gestes doit être choisie. Après, une femme qui vous dit « mais moi je veux faire de la boxe », ok, elle a le droit, mais à ce moment-là, elle va peut-être renforcer ses pectoraux, mais elle va s'étirer un petit peu plus et le kiné lui aura appris à s'étirer. On ne va pas dire « ne faites pas de la boxe » si elle a envie de le faire, parce que ça peut être endurant, ça peut être sympa, musclant, mais attention aux pectoraux. Pareil en aquagym ou dans les natations, préférez tout ce qui redresse, tout ce qui écarte comme ça. Donc ça, c'est aussi le rôle du kiné, d'orienter les femmes vers une activité dans le bon sens. Alors, est-ce que c'est facile de faire de l'activité physique ? Non. Et pour personne. L'activité physique, on dit souvent on est tous des paresseux. Il y a même des chercheurs qui ont écrit un bouquin qui s'appelle « Le syndrome du paresseux ». Donc c'est important parce qu'il faut compatir avec quelqu'un qui a du mal à se mettre à faire de l'activité physique. C'est facile pour personne. Seulement une fois qu'on y va, alors il faut trouver des aides pour y aller. Eh bien, d'abord il faut se féliciter, parce que c'est important, se donner plein de bons points parce qu'on est allé faire de l'activité physique. Puis au bout d'un moment, on ressent le bénéfice. Et quand on a ressenti le bénéfice, eh bien, on continue à le faire. Et il faut que les aidants, autour d'une femme qui a un cancer du sein, plutôt que de dire « ma petite chérie, reste au lit, t'es en chimio, je fais tout pour toi », ça c'est une phrase aussi à bannir, il faut lui dire « ma petite chérie, on va mettre nos baskets, on va aller se promener ensemble et on ira à ton rythme, parce que c'est toi qui es en chimio ». Et ça, c'est extrêmement important. Alors les constats, il y a des études, des enquêtes qui ont montré que c'est difficile pour tout le monde et que les gens qui ont eu un cancer, souvent, ils ont diminué leur activité physique. Donc il y a du boulot, il faut qu'on aide vraiment ces femmes à aller vers l'activité physique, mais il ne faut pas désespérer. Et puis plus il y aura de messages dans ce sens, plus les femmes iront facilement faire de l'activité physique.
Voilà, et donc chez le kinésithérapeute, ça doit être le leitmotiv. Avant, chez le kiné, les femmes allaient pour se faire drainer. Mais alors là, c'était genre, j'y vais, je m'allonge, on me draine, je repars, je fais rien. Et ça, il faut combattre cette idée-là. Ça ne sert à rien. S'il faut que quand on va chez le kiné, il nous fasse bosser. Il fasse travailler les muscles. Il donne des conseils pour l'activité physique. Et s'il a besoin de drainer, il drainera. Mais ce n'est pas la technique numéro 1. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place chez le kiné pour aller dans ce sens de l'éducation thérapeutique, enfin de l'aide à la motivation, puisqu'on sait que c'est difficile. Et d'ailleurs, l'Ordre des kinés a publié il y a quelques années un document qui est le bilan que le kiné doit faire pour aller vers l'activité physique. Donc vous voyez, le lien entre l'activité physique et le kiné, il est établi, et les kinésithérapeutes sont de fait des éducateurs sportifs. Dans leur cabinet, ils peuvent vous proposer de l'activité physique. Et s'ils ne le proposent pas dans leur cabinet parce que ce n'est pas leur truc, parce qu'ils n'ont pas la place ou ils n'ont pas le temps, ils doivent vous orienter vers des associations, vers des clubs, vers tout un tas de systèmes où il y a de l'activité physique. Si on veut garder, j'ai la lourde tâche de vous interrompre alors qu'on vous écouterait pendant des heures, Jocelyne. S'il y a une ou deux questions pour avoir un petit temps d'échange. Voilà. Donc juste, je voulais vous montrer le rose pilate et Avirose. Je voulais en profiter puisque c'est Rhône Odyssea qui m'a invité, et je remercie Luc de m'avoir invité ici à la réunion. Rhône Odyssea prend en charge 4 séances de rose pilate pour les femmes qui font cette activité chez les kinés. L'idée, c'est de leur mettre le pied à l'étrier de la gym pour qu'ensuite elles y prennent goût et qu'elles continuent. Et puis il y a plein d'autres aides, j'imagine, ici sur l'île pour faire de l'activité physique, même pour les femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà, je vous remercie, et donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. On a le temps d'une ou deux questions, monsieur. Merci pour cette intervention vraiment très complète. Moi, je suis enseignant en activité physique adaptée. Donc, en plus des kinésithérapeutes, donc il y a aussi la prise en charge en activité physique adaptée. Bien sûr. C'est vraiment dans le parcours, en tout cas, ce qu'on recommande, prise en charge kiné. Et ensuite, nous, on intervient. Et aujourd'hui, à La Réunion, donc, il y a de nombreuses maisons sport santé qui proposent de nombreux dispositifs, et on rencontre énormément de personnes jeunes avec un cancer du sein. Et ma question, c'était, effectivement, dans les entretiens qu'on a avec ces personnes, on se rend compte qu'il y a énormément de fatigue. Et ma question, c'est comment, en fait, on va détecter une fatigue qui est due à la maladie, on a dit les cytokines, etc. Et vraiment, parce que comme on est en direct avec eux, vraiment sur le terrain, à quel moment on va dire, mais attention, là, cette fatigue-là, c'est pas dû à la maladie et tu dois vraiment te reposer. Comment arriver à... Alors, c'est pas qu'elle doit se reposer dans ces cas-là, c'est que si on a l'impression, enfin, déjà, la fatigue cancéro-induite, elle est très fréquente. Et logiquement, les médecins qui suivent cette patiente, donc les oncologues, ils doivent faire un bilan de cette fatigue, et eux, ils sont au courant de la formule sanguine, ils savent s'il y a une infection, ils savent s'il y a des carences, et c'est pas se reposer l'idée, c'est traiter une infection, remonter la formule sanguine, combattre l'aplasie. Donc c'est mettre en place un traitement médical ou par rapport au sommeil, donc orienter vers des soins de support pour mieux dormir, etc. etc. Donc c'est pas se reposer, c'est traiter l'autre cause de la fatigue, et ça c'est l'oncologue qui suit la patiente et qui doit être alerté de ça. Et si nous, on voit, APA ou kiné, on voit que la patiente, elle nous décrit des choses qui ressemblent à ces problèmes qui ne sont pas pris en charge, il faut insister, éventuellement auprès de son médecin traitant, pour qu'il y ait une prise en charge. Mais ça ne sera pas se reposer. Ça sera trouver autre chose pour être encore plus efficace. On a le temps pour une dernière question, et je vous encouragerai ensuite à poursuivre les échanges peut-être après. Bonjour, je voulais savoir ce que vous pensiez de la jonglerie pour les femmes qui sont atteintes de maladies spécifiques, cancer du sein. La jonglerie, c'est-à-dire jongler ? Jongler. Alors, je n'ai pas d'avis spécialement parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question-là, mais j'aurais tendance à dire que voilà, si une patiente vient me voir, elle me dit, moi je fais de la jonglerie et je veux savoir si c'est bon par rapport à mon cancer du sein. Alors je vais lui demander de me montrer ce qu'elle fait, en quoi ça consiste. Et je vais regarder son geste, et dans son geste, je vais voir comment elle se place.
et comment elle se place, en bien ou en mal, parce que je suis quand même si je ne connais pas la jonglerie, peut-être que je suis capable de voir si elle est complètement comme ça, et j'imagine que ce n'est pas une solution, et si elle est comme ça, bah pourquoi pas. Et je vais du coup la sensibiliser, par exemple, à sa posture, au travail des muscles entre les omoplates, et je pense que pour jongler, il faut être bien stable, et il faut que, eh bien, on ait cette posture bien. Donc je vois, si elle a envie de faire ça, j'aurais tendance à dire très bien. Et comme je sais qu'elle a une sarcopénie de ses membres inférieurs à cause de la chimio, eh bien, j'aurais tendance à lui dire jongler sur un pied, avec un genou fléchi. Vous voyez, dans des situations, peut-être au début assise, et puis je penserais à jongler, mais dans des situations encore plus difficiles. Voilà. Pardon ? Ah, mais ça ne m'étonne pas. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas d'activités physiques qui sont intéressantes parce que aussi pendant ce temps-là, je pense qu'elle est concentrée, elle pense pas à sa maladie, et puis elle voit qu'elle fait des choses en progressant qui sont bonnes pour le moral. Donc tout est bon du moment que c'est bien fait, moi je dis souvent à mes patientes, et tout est mauvais du moment que c'est mal fait. Voilà. Donc pourquoi pas. Oui, j'avais juste un petit mot de la fin, moi, puisque je sais que la conférence de Jocelyne sera visible en replay. Effectivement, il y a des associations à La Réunion qui une fois qu'on est passé par le kiné ou le Rose Pilate, qui prennent en charge les patientes. Donc il y a l'association Aqua Bien-être, il y a Sabine qui est là, qui fait de l'Aqua Bien-être à Saint-Denis et à Saint-Paul. Il y a un programme de marche nordique à l'étang salé. Il y a l'association réunionnaise de Dragon Boat qui fait de l'activité au port. Et il y a le comité départemental de gym volontaire qui fait des activités dans 5 villes de l'île. Je crois Saint-Benoît, Saint-André ou Sainte-Suzanne, ça je ne sais plus, Saint-Denis, c'est Saint-André, hein, Saint-Denis et le Tampon. Et puis il y a l'association Papaye aussi qui fait de l'activité sur Saint-Pierre et Saint-Joseph. Donc, ces activités sont financées en partie, c'est important, par les dons Odyssea, donc par les gens qui viennent courir un marché. Et donc, il faut les remercier. Si les Réunionnais ne venaient pas participer, ces actions, elles n'auraient pas été mises en place. Voilà. Merci beaucoup à Jocelyne.